Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Stupeur, choc pour les fans de la série Plus belle la vie, le feuilleton quotidien de France 3 pourrait s'arrêter. Audience en baisse, concurrence d'autres séries sur le même créneau. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer ce possible clap de fin. C'est une possibilité, explique aujourd'hui France Télévisions, sans confirmer toutefois l'information concernant ce feuilleton emblématique de l'audiovisuel public. La fin ou non de Plus belle la vie, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Et pour en parler, je reçois Marie-Ève Barbier, journaliste au service culture de La Provence, et Guilhem Ricavi, directeur des rédactions du groupe La Provence. Marie-Ève, pour commencer, nous sommes le 30 août 2004, sur France 3, les téléspectateurs découvrent une sorte d'ovni à l'heure du traditionnel journal télévisé du soir. Un feuilleton débarque à une heure de grande écoute sur le petit écran. C'est totalement nouveau, le ton est complètement neuf, parce que c'est une série qui parle de vous, de moi, de votre voisin. C'est pas Dallas qui parle de gens richissimes qui se trompent, c'est des gens qui se croisent dans ce fameux bar du Mistral. La spécificité de la série, les personnages sont des gens très ordinaires. On va croiser des personnages comme Roland Marcy, le patron du bar qui a le cœur sur la main et qui est toujours dans la série 18 ans après. Il y a la serveuse qui est incarnée par Laetitia Milot, qui va devenir la coqueluche du public, qui est très sexy et qui, Laetitia Milot, après va s'émanciper, va faire une belle carrière, mais elle a démarré dans Plus belle la vie. Voilà, c'est des personnages du quotidien. Et puis il y a Thomas Marcy, évidemment. Donc lui, c'est le personnage gay. C'est la première figure gay qui va s'affirmer dans une série française. Donc c'est un ton qui est complètement nouveau. C'est un pari. Et c'est ça, en fait, l'identité. C'est une communauté de gens très diverses, d'âge, de cultures, d'origines différentes. Comme quand on écoute le générique de la série, c'est la chanson, c'est ça. C'est un message assez humaniste en fait. À grand renfort de communication, France 3 avait annoncé le lancement de la série et pourtant il n'y a pas d'acteurs connus dans le casting. Non, pas du tout, non, ça joue pas du tout là-dessus, c'est pas du tout des gens connus, mais après quand on dit la France découvre Plus belle la vie, ça reste au départ très confidentiel. Il faudra un moment pour que la série s'installe et qu'elle va cartonner et devenir très populaire, mais au début ça démarre avec des petits moyens. Ça reste assez artisanal et expérimental et c'est pas du tout, ça mise pas du tout sur des noms connus. En effet, les chiffres le confirment. Dans les premières semaines, seulement 7% des téléspectateurs suivent Plus belle la vie. Il a fallu du temps, ça a tâtonné, ils ont tâtonné un petit moment et puis il faut le temps d'installer une série. Mais pour France Télévisions, le temps presse et les choses vont s'accélérer, Guilhem Ricavi. Oui, très clairement, à ce moment-là, France 3, France Télévisions et Telle France, la société de production, se regardent en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête ?» C'était impossible, il y avait un engagement pris pour au moins 6 mois, ou est-ce qu'on essaye de repenser les choses ? Et c'est ce qui se passe. L'équipe d'auteurs est gentiment remerciée. Et puis il y a un staff qui est constitué, une vingtaine d'auteurs sont réunis et on leur demande un petit peu de muscler le jeu. On leur demande d'aller chercher des choses un peu plus inattendues, des choses un peu plus surprenantes, qu'il y ait des intrigues en tout cas capables de captiver le public qui en avait peut-être marre en fait de voir juste des clichés de Marseille. De plutôt plates, de plutôt légères, les intrigues vont alors se muscler, les équipes de scénaristes mélangent un peu tous les genres. Les intrigues, c'est les intrigues souvent des intrigues amoureuses ou toutes les aventures des personnages. Et puis il y a aussi c'est un soap, donc c'est à la fois la vie sentimentale des personnages et puis aussi des intrigues plus noires, parfois un peu tirées par les cheveux ou des intrigues policières. Ça mélange un petit peu tout ça. Et l'une des clés du succès, c'est que la série colle à l'actualité. Par exemple, on suit au moment où les lois Taubira sur le mariage et sur l'adoption des couples homosexuels et ont débattu et voté, on verra Thomas qui se marie en mairie dans la série. C'est l'exemple le plus emblématique, mais il y a beaucoup d'exemples en fait. Le pool de scénaristes essaie de rebondir sur
sur des faits d'actualité. Reste que cette façon de faire, ces intrigues qui collent à l'actualité, demandent une mécanique bien particulière pour les scénaristes. C'est ce que vous avez pu constater, Guillaume Ricavi. C'est une véritable industrie qui est mise en place. Il y a 20 auteurs qui sont de leur côté et qui écrivent ensemble ces intrigues avec un principe d'arche. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs intrigues en même temps et qui sont un petit peu décalées dans le temps, mais elles rebondissent. Donc il y a à chaque fois une intrigue parfois un peu simple ou gentille, et puis il y en a une qui est parfois plus importante. Ça, c'est Laetitia Milo, la comédienne qui interprétait Mélanie, la serveuse du bar du Mistral, qui me l'avait expliqué pour le 100e épisode. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mécanique mise en place. Ils ont réussi à industrialiser ce process d'écriture, puisqu'en plus, il fallait derrière assurer de la production. Chaque jour, depuis la naissance de Plus belle la vie, 20 minutes utiles sont tournées. Minutes utiles, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on parle de minutes utiles en cinéma, c'est-à-dire des minutes exploitables, c'est-à-dire que l'équivalent en durée d'un épisode est tourné chaque jour. Donc il faut travailler vite, très vite. Les équipes travaillent 5 jours sur 7, de 6h du matin jusqu'à 22h pour mettre en boîte ces épisodes. Un travail de titan qui paye petit à petit. La série Plus belle la vie fait son trou dans l'audimat et rapidement, le succès est au rendez-vous. Ouais, parce qu'il y a ces intrigues-là, il y a ces personnages très attachants. Plus belle la vie a révélé des jeunes comédiens. La plupart n'étaient pas connus. Laetitia Milo, Mélanie du Mistral, personne ne la connaissait. Thomas, le serveur aussi. On a découvert à ce moment-là Maître Nasri, un avocat dans cette série qui était un comédien marseillais, on ne les connaissait pas, ils ont été révélés et puis on s'est vite attaché à eux parce que, bah oui, pour le coup, c'est des gens comme vous et moi, des gens que l'on pouvait croiser dans la rue, des gens qui étaient sympathiques, qui étaient avenants et qui jouaient des personnages assez simples. Donc il y a eu un attachement au personnage. Une actrice qui me disait Plus belle la vie, c'est des personnages ordinaires qui vivent des histoires extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils ont un peu 10 vies en une. Et bon, bah, c'est tous ces rebondissements. Il y a eu des intrigues importantes, bien ficelées, parfois d'ailleurs qui collaient un petit peu à l'actualité de Marseille. On a mis en scène quelques voyous, quelques politiques un peu comment dire, bandits. Et il y a donc eu un phénomène qui s'est véritablement créé. On est arrivé comme cela jusqu'à 6 millions de téléspectateurs dans cette case de 20h20 qui était totalement improbable. Personne s'amusait à diffuser une série au moment des journaux télévisés. La face immergée de l'iceberg Plus belle la vie, ce sont les retombées économiques pour la ville de Marseille et notamment pour le cinéma, Marie-Ève Barbier. Et c'est toujours une grosse locomotive pour la filière cinéma. Parce que ça emploie beaucoup de monde, ça fait travailler beaucoup de monde et ça a contribué à former les gens, ça a formé un vivier de techniciens, de comédiens qui sont sur place à Marseille. D'un point de vue touristique aussi, la série fait la promotion de la ville. Alors ça, très clairement, je crois qu'on a tous vécu cette scène d'amis hors de Marseille qui vous disaient alors, Plus belle la vie, je vois Marseille tous les jours, cette ville elle est vraiment magnifique, j'aimerais y habiter. Ça a été pendant des années la meilleure carte postale de la ville. Je crois qu'aucune campagne de promotion d'un office de tourisme n'aurait pu faire aussi fort parce que du Plus belle la vie, on en voyait tous les soirs à l'écran au moment où les familles sont devant la télé. Bande passante, l'info décryptée. Près de 10 ans après son lancement, Plus belle la vie est donc devenu un succès de l'audiovisuel public. Au-delà des presque 5 millions de téléspectateurs par soir, les primes attirent du monde devant le petit écran. Un succès qui fait évidemment des envieux et d'autres feuilletons vont voir le jour comme Un si grand soleil ou encore Demain nous appartient. Clairement, c'est des séries qui sont nées parce qu'elles ont vu que le modèle de Plus belle la vie pouvait marcher. Ce sont des séries qui sont nées parce qu'après plus de 10 ans de Plus belle la vie à la télé avec des audiences exceptionnelles et inattendues, d'autres boîtes de production, d'autres producteurs, d'autres chaînes de télé se sont dit mais ne soyons pas bêtes. Parler de région de France à des téléspectateurs français au travers d'une série, ça peut marcher. Il faut forcément une ville de caractère, une ville pas tout à fait comme les autres. Il y avait Marseille dans Plus belle la vie, et bien dans les séries de TF1, c'est la ville de Sète. On se retrouve dans l'Hérault, ville portuaire. D'ailleurs, quand on regarde, il y a quelques points communs entre Sète et Marseille. Des villes de bord de mer, des villes qui ont eu un passé ouvrier, des villes multiculturelles, des villes où au final tout peut se passer, des villes qui servent de décor. Parce que quand on regarde le pays autour de Sète, oui, on se retrouve avec des paysages tout aussi jolis que ceux de Marseille. Une concurrence des autres séries, mais pas que. Il y a une érosion qui est due au fait que elle existe depuis 18 ans, donc c'est un peu une usure naturelle. Au bout d'un moment, c'est difficile de se renouveler dans les thèmes et dans les personnages. Et entre les débuts des années 2000 et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'esthétique aussi des séries.
Les Français consomment beaucoup de séries type Netflix ou Amazon Prime, etc. Des séries qui sont très chères, des productions à des millions de dollars et qui sont très, très, très écrites, très bien réalisées, qui ont beaucoup de moyens et qui ont un peu ringardisé aussi peut-être un peu les séries, les soaps. Même si ces feuilletons conservent aussi leur petit créneau de niche et ont aussi leurs fans. L'érosion, l'essoufflement, la question du maintien de la série Plus belle la vie. La Provence en a parlé en novembre dernier dans un article, puis cette mi-février, le Figaro a avancé qu'une fin était peut-être programmée pour la fin de l'année. C'est vraiment prématuré parce que pour l'instant rien n'est décidé. Les faits, c'est que le contrat donc entre la société de production et France Télévisions, le diffuseur, arrive à terme en décembre 2022 et France Télévisions a répondu que pour l'instant rien n'était décidé. Textuellement, France Télévisions a indiqué « Notre contrat avec Newen s'arrête le 31 décembre. Passé cette date, la fin de Plus belle la vie, dont les audiences sont tombées, est une possibilité. Mais ce n'est pas la seule. Nous avons simplement rouvert les discussions comme il y a 2 ans. » Donc, faut pas non plus aller trop vite en besogne parce que la série a perdu en audience. Ils sont autour de 3 millions de téléspectateurs. 3 millions de téléspectateurs, ça reste quand même un noyau important. C'est pas rien. Donc, ça reste quand même un produit important. Même si y a des questions qui se posent. Comme le dit France Télévisions, les renouvellements de contrats sont récurrents. Comment se sont-ils déroulés dans le passé ? À chaque fois qu'il y a un renouvellement de contrat, il y a toujours des tensions, des négociations entre le diffuseur et la société de production. Et les relations n'ont pas toujours été simples. Depuis les débuts, Newen a toujours essayé de négocier davantage. Et inversement, quoi, le rapport de force entre l'un et l'autre se joue à chaque fois qu'il y a un renouvellement de contrat. Là, voilà, il y a d'autant plus de questions que de par la longévité de la série, les séries ne sont pas éternelles, et de par l'apparition d'une concurrence aussi dont on a parlé, d'un si grand soleil et de Demain vous appartient, ici tout commence. Dans votre article, Marie-Ève Barbier, vous avez interrogé Avi Marciano, un acteur historique de Plus belle la vie. D'après lui, oui, la série peut s'arrêter, mais ça l'étonnerait en raison de l'apport sociétal, comme il dit, de la série. Je pense pas, parce que les autres séries le font aussi. Un si grand soleil, Demain, ici tout commence. Les autres séries, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Plus belle la vie a eu raison avant les autres, quoi. Mais aujourd'hui, elle est rattrapée par d'autres concurrents. Reste donc l'inquiétude pour les fans de la série. Difficile en revanche de savoir si la fin est inéluctable ou s'il y a encore un espoir, Guilhem Ricavi. Alors on peut avoir un espoir pour plusieurs raisons. C'est qu'en 15 ans, il y a une communauté de fans qui s'est créée. Moi, j'ai le souvenir, il y avait eu des conventions Plus belle la vie. Vous savez, des rendez-vous inspirés des modèles américains où on peut rencontrer les comédiens, où on peut se faire des dédicaces, où on regarde des épisodes ensemble, où la communauté de fans se retrouve. Et cette communauté de fans-là, alors peut-être qu'elle a tendance aujourd'hui à être un peu infidèle et à aller regarder les autres séries, elle a peut-être tendance à moins regarder Plus belle la vie, mais elle n'en reste pas moins fidèle. Et le risque majeur pour un France 3 d'arrêter une série comme Plus belle la vie, c'est d'avoir une perte phénoménale d'audience dans une case où elle n'a pas grand-chose d'autre à proposer, cette chaîne-là. Donc la menace existe. Est-ce qu'elle est définitive ? Non. Au contraire, elle peut être peut-être l'occasion de réinventer le genre. On peut faire une comparaison, Éric Miguet. C'est la série Les Simpsons, vous savez, ce dessin animé américain qui est à l'antenne depuis bientôt 40 ans et qui, chaque année, on nous le dit, écoutez, ça va s'arrêter, il y a moins de gens qui regardent, le style s'est épuisé, c'est les mêmes histoires de Marge, Bart et sa sœur Lisa. Eh ben non, chaque année, la série est reconduite. Et est-ce qu'on peut imaginer un jour que cette série n'existe pas ? Typiquement non. C'est la même chose avec Les Feux de l'amour. Série usée, épuisée par des diffusions à la télé, mais qui a toujours ses fans. Et souvenez-vous, quand TF1 a décidé de déprogrammer cette série en tout début d'après-midi, à l'heure de la sieste, pour la mettre à un horaire du matin,
le drame que ça a provoqué. Les téléspectateurs aiment la nouveauté, mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'aiment pas les changements violents. Réponse du coup à la fin de l'année pour savoir si Plus belle la vie va s'arrêter ou non. Merci Guilhem Ricavi, merci Marie-Ève Barbier pour votre analyse sur le sujet. Merci aussi au service documentation de la Provence pour les archives. Bande passante, c'est le podcast hebdomadaire de la Provence, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes habituelles et sur le site internet et l'application laprovence.com.